Après l'ascension en 2019, donc là je suis 200, 500 et ça a été assez rapide grâce au Covid, tu vois. Au Hmm. Covid, j'ai dû faire x3 ma bankroll, voire plus en 3 mois. Ce à quoi il faut faire assez attention, c'est putain, je perds, il faut que je change. Mon jeu, ça va pas. Allez, on continue les interviews de Poker Management System avec aujourd'hui un invité que j'adore personnellement, qui est peut-être pas très connu parce que c'est le lot de tous les joueurs de cash game, mais ce que je peux vous dire, c'est que là, on a affaire à un client. Très globalement, moi je le connais depuis un petit moment, Olive, et il est le coach de gars que je connais parfaitement et qui me disent tous, hein, on a là affaire au top 1 ou 2 FR. Voilà. Et peut-être dans le top 20 mondial. Donc, Non. voilà. Mais juste pour dire, et les gars qui m'ont dit ça sont très solides et sérieux, connaissent le poker depuis très longtemps, ils sont réputés et tout, et je sais voilà, qu'on peut leur faire confiance. En tout cas, tu as maintenant conscience que là, tu as affaire à aujourd'hui un invité très spécial qui fait partie vraiment des tout meilleurs joueurs de cash game français. On est dans le top 3 français à coup sûr et peut-être même le top 1 ou 2 avec Clément Richer, je pense. Voilà. Je suis très content de t'accueillir. C'est un honneur et un énorme plaisir, Olive. Dixit Alibaba, le crusher des tables FR qui fait peur à beaucoup de gens. Comment tu vas, mon Olive? Salut Lolo, non, je suis très content d'être là aussi, très content de faire cette interview avec toi. Comme tu as dit, on se connaît depuis longtemps maintenant. On a dû échanger pour la première fois, je pense, en 2019. Donc ouais, on se connaît très bien. Et non, je suis très content d'être là. Top 20 monde, faut pas déconner. En plus, je m'entraîne plus avec eux, mais en France, oui, je joue pas mal. Quand tu dis que tu Non, ça va. t'entraînes plus avec eux, on va justement rentrer vite dans le vif du sujet. T'étais avec Guerilla Poker, c'est ça? Non, je suis toujours d'ailleurs, mais Ouais. c'est plus que quand je dis que je ne m'entraîne plus avec eux, c'est je ne m'amuse plus sur des tables full reg avec eux à Hmm. l'époque, avec les gens du point .com pour savoir en fait mon niveau par rapport à eux. Donc il y a quand même une vraie différence entre le niveau français et le niveau mondial. Donc non, je pense que en France ça devrait aller. Après, dès qu'on touche tout de suite, dès qu'on sort de la France à l'international, le niveau c'est trop dur à comparer. Donc je pense pas que ça soit. Est-ce qu'on peut dire Ouais. raisonnablement que tu fais partie du top 3 FR aujourd'hui? Ce que je peux dire, c'est qu'en termes de graphes par rapport aux tables que je joue, aux limites que je joue, aux horaires où je joue, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont ces graphes. Maintenant, ça dépend ce qu'on entend par top 3. Si c'est top 3, le mec qui va se battre tous les jours pendant 6 heures, 7 heures à des moments difficiles, il y en a qui seront bien meilleurs que moi à ce niveau-là. Maintenant, si on parle d'expertise hors table, je pense que je me débrouille bien, comme tu as dit. Là, dans le CFP, on a récupéré deux très bons copains à toi qui sont eux-mêmes très forts. Hein. Faut vraiment comprendre. Je sais pas le top français, mais en termes de win rate, pareil, j'ai jamais vu des graphes comme ce qu'ils avaient. Et pourtant, ils sont plutôt dithyrambiques avec, Très avec dithyrambique. le. Avec avec ce qu'on propose en termes de cours et en termes d'information. Ouais, Donc, on sans en doute que parlera. là-dessus, on doit Mais être bien, voilà, ouais. c'est pour situer un petit peu ton niveau, parce que c'est un peu, entre guillemets, le problème des joueurs de cash game, c'est qu'ils sont pas connus, il n'y a pas des grosses perfs, etc. Mm. Et que c'est très souvent dans le milieu du cash game qu'on les connaît. Je pense que le grand public, peut-être des joueurs de spin ou de MTT, ne te connaissent pas et se disent, mais c'est qui ce mec-là? Donc c'est juste vraiment pour resituer. Moi, je connais des très grands joueurs de cash game français, des très bons potes, et qui, quand ils me parlent de toi, me dit, on est à des années-lumière, c'est un monstre. J'ai peur de jouer contre lui tellement, en fait, il rentre dans ma tête. Tu as fait une vidéo pour Kill Tilt avec Simon, qui a Ouais. été, mais adoré, une lecture et une compréhension du jeu innovante. Et il y a plein de gens qui, après la vidéo, m'ont dit, mais c'est qui ce mec-là? Donc ce mec-là, on va le découvrir aujourd'hui. Et en tout cas, voilà, c'est juste pour que tout le monde comprenne que tu n'es pas un joueur de cash game lambda ou classique. Tu disais, et j'ai envie qu'on parle un peu de ça, ta qualité n'est pas de revenir jour après jour, batailler contre les plus forts dont tu fais partie. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Où est Hmm. ta qualité selon toi? Où seraient un peu tes points faibles selon toi? En fait, ma vision, mon approche du jeu, ma manière de grinder, c'est d'essayer de jouer sur les heures où je suis le plus en forme, le plus performant possible. Parce que ce qui me plaît le plus, finalement, c'est ouais, d'avoir l'impression de jouer le mieux possible.
Donc pour ça, j'ai préféré jouer à des horaires où j'étais le plus en forme. Et Hmm. donc, bah, c'est pas forcément les meilleures tables, c'est pas forcément les horaires où il y a le plus, ouais, il y a pas forcément tous les règles contre qui on peut faire des heads-up sur ces horaires-là. Et donc, si je me connecte par exemple à 15 heures, parce que moi c'est le matin en gros, Hmm. hein, donc assez vite le matin je suis en forme, et vers 15 heures, je peux regarder, il y a pas mal de joueurs de heads-up disponibles. Bah, ça va pas forcément être facile pour moi avec 6 heures de grind déjà dans les pattes ou 5 heures de Hmm. grind dans les pattes, certes avec une intensité qui fluctue le matin, puisqu'il n'y a pas forcément tout le temps des tables, donc sur 5-6 heures j'ai des moments de repos, et c'est pour ce qui me permet en fait de très bien jouer. Tandis que l'après-midi, j'ai 5 heures, 6 heures dans les pattes, j'ai Hmm. mangé, Hmm. j'ai fait un peu de sport, j'ai peut-être donné un coaching, tu vois, j'en sais rien. Et là, enchaîner 2 heures de heads-up avec un vrai warrior, c'est pas évident, tu vois. Hmm. Donc, ça va plus être ouais, sélectionner vraiment les horaires où je sens que je vais le mieux exploiter mes connaissances. Je vais avoir la meilleure exécution de ce que je sais faire hors table. Hmm. C'est vraiment mon approche. Ouais. Pour amener en fait ton niveau de jeu comme ça à ce niveau d'excellence, avec un focus sur l'énergie, est-ce que tu as des routines complètes, une macro particulière, un truc qui marche bien pour toi? Rien d'extrême, absolument rien d'extrême, mais un peu tout, je dirais. Hmm. Donc, par exemple, moi, je fais de la cohérence cardiaque. Je peux en faire 3 fois par jour. Ça réduit pas mal le stress, parce que mine de rien, le poker en génère beaucoup, surtout si on fait des heads-up, parce que les heads-up, il n'y a pas vraiment de temps mort entre les coups, ce qui fait que c'est vite, au bout d'une heure, on est complètement mort, Hmm. sur le nombre de tables qu'on joue. Donc ça, je fais pas mal de cohérence cardiaque. Est-ce que tu en Un peu de fais sport. pendant ta session? Entre, je sais pas, des pauses ou avant, après, ça se passe comment? Matin, midi et soir. Ouais, c'est ce Si qu'on j'en fais pendant préconise la souvent. session, c'est juste que là, il y a des coups où je suis. Ouais, c'est pas vraiment de la cohérence, c'est une forme de respiration, juste Hmm. parce que là, il y a des coups qui m'ont fait mal et il faut redescendre et revenir, tu vois. Et vite et sortir de. J'avais vu une interview, je crois que c'était Tony Parker, qui disait: mais comment tu fais? Il avait posé la question à Kobe Bryant, il fait: mais comment tu fais? Tu viens de faire 6 shoots de merde, et comment tu fais pour quand même faire un bon match? Et il regardait, il avait fait delete comme ça. Et en fait, c'est un peu quelque Ouais. chose que j'essaye de faire. Tu sais, les bad beats, à la limite, j'ai une résistance maintenant qui est un peu plus haute. Mais ce qui fait mal, c'est quand tu viens avec l'intention de bien jouer et que tu commences et tu fais des blunders. Parce que Hmm. chacun a sa blunder personnelle. Ma blunder, c'est peut-être le B-game d'un autre. Moi, ça serait Hmm. mon D-game. Tu vois, j'en sais Hmm. rien en fonction de chacun, son niveau, son parcours pro. Et donc, ouais, ça c'est vraiment important. C'est quelque chose que j'essaye de faire. Et donc, la respiration va venir un peu accompagner cette idée de delete. Où genre là, quand même, quand j'entends erreur, c'est vraiment un spot où tu penses que tu sais ce qu'il va faire Hmm. et donc tu vas à l'opposé. Hmm. Une erreur, c'est ouais. Donc en fait, tu prends le coup de l'overbluff, de l'underbluff, de l'overcall ou de l'undercall principalement, et tu t'es trompé. Le mec, en fait, il t'a méga signe, tu vois, et toi, tu Hmm. l'as range call. Hmm. Ce sont ces coups-là qui font très mal, tu vois. Et T'as bah, l'impression pour de te faire autant, un il faut peu own continuer à là. ce moment-là? Ah bah c'est complètement on. C'est Ouais. en fait tu t'as tenté quelque chose et tu t'es complètement raté. Tu range bluff, le mec range call, tu vois. Et pour cher en plus. Donc ça peut faire un peu mal. Mais si tu es convaincu de ton edge parce que tu connais bien assez le jeu, Hmm. il faut que tu continues, tu es en forme. Enfin il faut. Si jamais c'est trop dur, arrête, tu vois. Mais si jamais tu es sur une limite où tu es confortable, que tu es très bien, ça vaut le coup de continuer. Hmm. Donc C'est un peu ce que ouais, tu ça te peut dis m'arriver. dans ces moments-là? T'es en place, tu connais bien le jeu, tu connais bien le vilain, t'es en pleine forme, accroche-toi, continue. Oui, c'est Tu te ça. parles comme ça? Pas forcément consciemment, tu sais, parfois c'est juste genre je sais que j'ai lancé la session, ça fait 30 minutes, je sais que je fais des sessions de 5-6 heures le matin. Mhm. Franchement, je suis pas là pour quitter parce que le mec il m'a fait ça. Puis comme tu dis, si tu connais bien le jeu, tu arrives à voir quand même où est-ce que tu pourras aller pour quand même récupérer de l'edge. Et Hmm. si jamais tu ne sais pas ça, si tu connais bien le jeu, tu as juste à bien l'appliquer et tu ne pourras pas te faire on. Hmm. Enfin, tu pourras plus te faire on, puisque dans Hmm. ces cas-là, tu arrêtes complètement les over, under, Hmm. bluff Ouais, ou tu reviens call, tu à vois, j'en sais un point rien. d'équilibre. Et D'ailleurs, voilà. ça me fait penser à Thomas Echen, que j'ai interviewé récemment, qui a une énorme confiance en fait dans ses capacités grâce à tout ce qu'il a fait et qui l'autorise justement à continuer à prendre des risques parce qu'il sait ce qu'il vaut intrinsèquement. Dans ce que tu viens de dire, j'ai le sentiment que ta confiance en toi dans ces moments clés en fait est comme une encre te permet de continuer de t'accrocher, un peu comme Kobe Bryant, de te recentrer dans l'instant présent parce que bah, tu sais que tu es en place, que tu connais le jeu, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou pas trop comme ça? Je dirais que c'est vraiment un feeling d'edge, tu vois. Hmm. Genre vraiment, si tu es convaincu au plus profond de toi que tu as un edge, c'est Hmm. beaucoup plus facile en fait
fait, de continuer. Tandis que si jamais, ouais, genre si jamais tu joues des gars un peu plus haut dont tu n'as pas l'habitude de jouer, que tu vois que les moves sont beaucoup plus sérieux que Hmm, ce que tu as l'habitude de voir et que ça se passe pas très bien, à ce hmm. moment-là, je peux comprendre que tu sois très déstabilisé et que là, ta confiance, elle... Alors, il y a des personnes qui ont une confiance très naturelle en eux et même dans ces conditions, ils y arriveront, tu vois, Hmm. à se dire, je vais très bien jouer. Mais peut-être que c'est pas forcément le mieux parce que peut-être que le prix à payer, c'est qu'ils vont moins travailler derrière et être Hmm. moins performants. Évidemment. Il y a un Une petit prix à confiance payer dans optimale, les deux cas. c'est le mieux, Ouais. quoi. Trop de confiance, pas assez de confiance, c'est pas bien. Ça me permet tout de suite de te poser une autre question. Est-ce que tu vas battle contre des gars où justement t'as pas ce sentiment d'edge quelque part? Je l'ai fait. Bah, par exemple, Victor, tu vois, Victor, Fast please, donc Victor le fait Fast une Please, bise. avant qu'on travaille ensemble, en fait, donc je pense qu'on est en 2023 à ce moment-là, septembre 2023, et ça fait honnêtement, je sais pas, pas dire de bêtises, mais ça doit faire au moins 2 ans, voire trois, que Victor, il tient le lobby Wina depuis, enfin, tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a personne vraiment qui le sort. Peut-être Clicker quand il était là à l'époque, mais c'est une micro-limite pour lui, il a 2K Clicker, donc ça compte pas vraiment. Et je le voyais et je me suis dit, non, mais quand même, il faut y aller au bout d'un Ouais. moment, il n'y a pas de raison. Et donc, tu vois, j'y suis allé, j'avais très bien run, ça s'était bien passé pour moi. Il avait pris le V, je crois, et après, bon, lui, il était dans une période en gros un peu de descente en termes de. Ouais, lui, il était plus dans un bad run et moi dans un upswing, donc Hmm. forcément, la confiance est très différente, donc ça joue énormément, ça, parce qu'on peut penser le match qui a remporté le match sur. Bon, il y avait eu très peu de mains, donc ça comptait pas vraiment, tu vois. Et après, tout de suite, on avait bossé ensemble. Mais tu vois, donc non, on va dire que oui et non. Je dirais oui, j'y vais quand la confiance est au beau, ouais, quand la Ouais, confiance est bien. au fixe, ouais. Et non, si jamais je sens que oui, l'énergie n'est pas au top, franchement, le gars, je sais à peu près ce qu'il vaut ou peu importe. Donc Tiens, ça me ça fait varie. penser, tu sais, les hommes chauves-souris qui se jettent des falaises, j'ai Ouais, oublié ouais. le nom, ouais. Et j'ai coaché un gars comme ça qui avait un protocole avant d'y aller, parce que bon, là, tu joues ta vie, hein, donc en heads up, tu vas pas jouer ta vie. Mais vraiment, il y avait tout au long de la montée, ils avaient un protocole, genre 10 minutes avant de sauter, où ils viennent checker leur énergie, leur confiance, les conditions, comment ils sont, etc. Et à partir de ça, ils disent, on y va ou on n'y va pas. Mais il y a vraiment un check-up. J'ai l'impression Hmm. que tu fais un petit peu ça inconsciemment, quoi, quelque part. Ouais, c'est possible, c'est possible. Bah, eux, ils ont une question de vie ou de mort, donc ils n'ont pas trop le choix, tandis que Ouais, nous, bon, c'est quelques buy-in. C'est c'est pénible, mais clair. moins pénible, quoi. Tiens, revenons un peu sur ta carrière parce que bah, plein de gens ne te connaissent pas. Nous, on s'est connus, donc tu dis en 2019 avec PMS Fin à 2019, l'époque. ouais. Et de mémoire, tu étais entre la 200 et la 500, je crois, à peu près. Bah, pour te faire un peu de promo, en gros, on est en 2019, en novembre, et je me souviens très bien, 1er novembre, et je me dis, putain, mais ça fait maintenant peut-être 1 an et demi entre l'école de commerce où tu fous pas grand-chose, tu travailles un peu, blablabla, et je me dis, il faut que tu doubles ta rôle, tu vois. Hmm. J'avais 15 cas de rôle à cette époque. Et je me dis, et là, je tombe sur un webinaire que tu avais fait. C'était vraiment pas les tout débuts de PMS, je pense que tu as dû les faire les tout débuts en 2017, mais c'était quand même assez récent, tu vois, Ouais. ton activité. Et je tombe sur un webinaire, et je sais plus, à la fin, je me dis, bon, ok, après ce webinaire, en 2 semaines, en 2 mois, je vais doubler ma rôle. Le truc qui était, Hmm. enfin, c'était fou quoi. Et je l'avais fait. Et donc après, j'avais pris PMS tout de suite après avoir fait ça en petit, tu sais, petite récompense, en mode Ouais. bon bah quand même, c'est pas si mal son affaire. En 2 semaines, avec un webinaire en 2 mois, il se passe ça. Peut-être qu'est-ce qui va se passer plus tard. Et donc on a commencé enfin, on a bossé ensemble à cette époque-là. Et comment ça a évolué pour toi, du coup, au niveau poker, entre Mm. 2019, 2020, on va dire, et aujourd'hui, où tu joues? Bah après l'ascension en 2019, donc là je suis 200, 500 et ça a été assez rapide grâce au Covid, tu vois. Au Hmm. Covid, j'ai dû faire x3 ma bankroll, voire Hmm. plus en 3 mois. Et tout de suite j'ai pris des shots un peu agressifs parce que je devais avoir la confiance et mine de rien, ça faisait genre 2 ans que j'étudiais un peu par-ci par-là. Certes, j'avais pas les résultats que je voulais à l'époque, mais je travaillais et je sentais que j'avais un niveau correct, tu vois. Je sentais que ma compréhension elle était ok. Et mine de rien, tu penses que tu fais petit à petit, tu t'entraînes à force de voir des mains et avoir des raisonnements un peu complexes, tu t'entraînes à les avoir plus facilement in-game. Et Hmm. tu fais ces petits chemins. Donc même si tu gagnes pas forcément du pognon à table, parce que bah, ça se passe pas très bien, Hmm. mine de rien, t'as bien progressé. Et donc le jour où ça se passe bien, tout ce que t'as appris, mine de rien, ça te sert drôlement. Et bon voilà, j'ai eu Covid. Et après le Covid, ben, là euh, je jouais en 2K, je crois, à la fin du Covid, assez vite, tu vois. Hmm. Donc on est en juin. Donc là je jouais ouais, 400 tout 2000, plus trop de 200. Et là je suis principalement sur le point .fr jusqu'en, que je dise pas de bêtises, mais en gros je tente un peu aventure.com fin 2022. Donc ça fait quand même une... Tu vois, il s'est passé du temps. Ah quoique, attends, non, fin 2021 peut-être, quelque chose comme ça. Ou pareil, je me fracasse au sol parce que le niveau n'est pas le même, l'environnement n'est pas du tout le même. Ouais,
Justement, j'aimerais qu'on explore un peu ça. Comment toi, tu vois aujourd'hui le niveau du point .com avec le niveau du FR? Comment tu t'es adapté au niveau du point .com? Il y a un peu un monde quand même. Alors maintenant, ouais, non, je pense qu'il y a quand même un monde entre le niveau .com et niveau FR. Alors peut-être pas Winamax, parce que Winamax, il y a beaucoup de règles étrangers, donc le niveau il est un peu plus haut. Mais il y a un monde en termes de solidité déjà. Les règles FR peuvent être un peu sans raison. D'un coup, ils t'envoient un buy-in, peu importe. Tu Donc parles en il y aura- heads up là? en tout, En tout? Ah, même en en tout, je six, dirais. ok, d'accord. Ouais, ou genre en six, soit le mec il est un peu spewy et il t'envoie le buy-in facilement, soit il est trop nitty et en fait Hmm, il rate trop de moves, tu vois. Mais il y a hmm. rarement quelque chose de bien intermédiaire. Et point .com peut-être un peu moins, tu vois, c'est quand même plus solide de manière générale. Les fiches sont moins gras aussi. Les fiches sont moins gras en point .fr, je j'ai pas de données, mais j'imagine que le fiche FR il perd en moyenne vite 50 blindes, tu vois, 50 Hmm, blindes au 100. Tandis qu'un fiche.com, bah, c'est peut-être vite 30. Et donc ça hmm. fait quand même une belle différence. IVPip peut-être non, je sais pas trop. Il se laisse plus faire en fait le règle français, non, le fiche Ouais, français, pardon. au plus Genre passif, il est tout plus à fait. manipulable, tandis que le Ouais. fiche, par exemple le fiche asiatique, il veut te on un peu. Hmm, Il est pas là pour faire brelan, lui il est là pour te faire fold, pour te hmm, catch, et donc c'est un peu plus pénible parce que tu peux moins le manipuler, tu vois, tu hmm, fais moins ce que tu veux. Bah après, tu vois, par exemple, on parle de .com, mais il y a différents pools aussi de .com. J'ai toujours entendu que Gigi dernièrement c'était assez nitty, hein, personne, enfin c'était ouais, très nitty, et pourtant le pool, si tu regardes le pool du .com NL 500 du Cash Game Championship de Coin Poker, donc celui en NL 500, pas en NL 10 000, donc celui pour les middle stakes, c'était mais Degenland, hmm, Degenland. Là pour le coup, enfin si tu voulais, enfin je pense pas que c'était le jeu de Redline, tu vois, hmm. fallait vraiment juste, tu pouvais faire quelques bluffs, mais en plus comme tu avais accès à tous les showdowns, mais c'était ouais, c'était fou. Donc ça T'as doit dit un dépendre un peu. truc, Olive, qui m'intéresse énormément. C'est une des problématiques que connaissent beaucoup de joueurs de poker quand ils bad run, en fait. C'est est-ce que finalement j'ai le niveau ou pas? Et toi, t'as dit un truc, en fait, je savais que mes réflexions étaient bonnes. Hmm. Comment, en fait, tu en étais arrivé à cette conviction profonde que bah, t'étais vraiment bien, bien, bien en place, peu importe les résultats? C'est une bonne question. Souvent on dit le showdown, tu sais, il faut pas être résultat oriented. Moi je pense que c'est quand même assez souvent un feedback. Et quand tu énumères bien la range et que tu dis, ah, je pense du coup il y a trop de bluff, call, bluff. Et quand tu fais plein de folds et que tu vois que ton win rate, quand tu fais des folds, enfin les folds, le problème c'est que t'as pas de feedback. Mais le call, Hmm, t'en as un. Et pareil, le bluff, tu vois, t'en as vite un aussi. Quand il fold, le mec il tank, tu lui as donné une main, il tank et il fold. La probabilité que ce soit cette main-là, elle est énorme, tu vois. Et donc t'as un peu des feedbacks aux tables qui va se coupler avec une courbe, qui vont te donner une confiance à ce niveau-là, mais pas que. Je pense que ça se joue aussi en échangeant avec des joueurs qui sont ouais, soit aussi bons, soit très bons, même peut-être moins bons, mais quand tes idées, quand ouais, ton processus de réflexion fait sens et qu'il est convaincant, je pense que petit à petit, tu sais, c'est tous les jours un peu, tu vois, tu gagnes un peu confiance. Alors bon, si tu as un downswing, c'est jamais évident. Petit à petit, je dirais, comme ça. toi, ta recette, parce que, tiens, d'ailleurs, c'est quoi ta proportion de heads up et de six max aujourd'hui Cette année, je crois que c'est 50-50 ou peut-être 50-50. genre 55-45 en faveur du heads up. Je t'ai dit, je joue le matin et le matin, j'ai pas énormément d'actions. Autrement, tu serais un Euh, peu plus sur du heads up d'ailleurs? le matin, ben, un peu plus. Et du coup, l'idée, c'est que on peut penser, ouais, c'est pour le battle, etc. Pas tant, en fait. C'est principalement une histoire de rentabilité, hein. C'est-à-dire que je veux jouer je considère que j'ai plus d'edge à jouer quand je suis en forme que pas en forme, Hmm, même si les tables sont un peu plus belles. Et pas que. Jouer en heads up, ça permet d'entretenir la motivation, qui te permet de plus travailler à côté. Donc hmm. ça a de la valeur. Ça te permet aussi de tenir les lobbies, qui a une valeur immense. Hmm. Ça t'arrive Donc souvent, genre, le fiche arrive, en 3 mois, tu la déstack. ah ouais, ouais, mais c'est terrible pour les règles, mais tu sais, c'est C'est horrible. terrible pour les autres, Parfois, ouais. la première main, le fiche, mais tu sais, il y a des fiches en plus, bah, c'est là où le fiche français est parfois plus gras. Le fiche arrive en L2K, tapis première main, roi 4 off. Et toi, Ouais. t'as juste roi dame shoot et tu payes parce que tu sens bien qu'il est. Première main, il te chauffe, souvent, il Hmm, faut y aller un peu loose, tu vois. hmm. Et donc là, les mecs se disent, ah putain. Merci pour le lobby, les gars. Alors, moi aussi, tiens, j'avais une question pour toi, mais elle vient de m'échapper. Si, allez, quel conseil tu donnerais, justement, avec tous ces swings dans les heads-up que tu as, et donc j'imagine que ta confiance fluctue aussi un peu. Hmm. Hein, on n'est pas des machines et c'est tout à fait normal. Quel conseil tu donnerais à des mecs qui pourraient avoir justement leur confiance qui s'écroule un petit peu trop avec les résultats? Bah ça, j'avais déjà répété ça plusieurs fois. Et je pense que ça fait sens. Il
faut essayer de gagner ailleurs, donc soit dans un autre format dans ton boulot. Par exemple, si jamais le heads up ça se passe pas bien, va en six max. Si le six max ça se passe bien, va en heads up. Et si les deux se passent mal, va plus travailler ton jeu, mais il faut des Hmm. victoires. Moi, c'est vraiment ce que je conseille. Si jamais tu aimes bien le sport, va faire du sport, fais des belles sessions. Si tu aimes bien passer du temps avec tes amis, parce que c'est cool aussi de rigoler avec eux et que tu as besoin de social, bah, va vraiment passer un temps. Tu te ressources, quoi. Ouais, En ouais, fait, on vient alimenter tu dans ces gagnes ailleurs. moments-là le besoin de contrôle. Tu sais, en tant Un peu, je qu'être humain, on a pense. tous besoin de... Voilà, c'est un besoin fondamental de contrôler ce qui se passe dans notre environnement. Et au poker, c'est une chose qui est vraiment très délicate, hein, parce qu'il y a tellement de variances et autres, que parfois on est privé d'un besoin primaire, en fait, pour un être humain. Et là, c'est très douloureux. Et donc, toi, c'est un peu ta strate d'aller l'alimenter justement dans des choses qui sont bien Mm. plus sous ton contrôle que les résultats à court terme au poker. Et peut-être ce à quoi il faut faire assez attention, c'est putain, je perds, il faut que je change. Mon jeu, ça Hmm. va pas. Hmm. Et le truc, c'est que peut-être, c'est pas faux, hein, sans doute qu'il y a des trucs à changer, mais c'est clairement pas le moment de rechanger totalement ton jeu pour retenter de nouvelles choses, parce que Hmm. tu vas juste te prendre un mur, parce que c'est des moves que tu connais pas, tu vois. C'est le moment vraiment justement de retourner à ce que tu maîtrises le mieux. Ben, je pense que c'est exactement ce que tu dis en fait quand Hmm. j'y repense, c'est à chaque fois tu retombes dans le contrôle. Je sais pas est-ce que tu conseillerais quelque chose, est-ce que tu ajouterais quelque chose là-dessus, Alors, toi? par rapport à ce que tu viens de dire, je pense que c'est fondamental d'avoir comme ça trois étapes. Une étape, on va dire, où tu fais ce que tu sais bien faire et Hmm. tu es pleinement dedans. Une étape où ça se passe tellement bien que tu peux tenter plein de nouveaux trucs. Et une Mhm. étape où ça se passe moins bien et donc tu viens te ressourcer dans tes fondamentaux. Tu vois, Ouais, comme ouais, si ok. tu avais trois axes. L'axe central, un axe où tu peux prendre des risques et un axe où tu viens te recentrer dans tes fondamentaux et dans ce que tu maîtrises bien. Et surtout, pas d'aller aller voir des nouvelles choses ou tenter des nouvelles Hmm. choses, c'est un peu ce que tu dis. Les échanges avec d'autres bons règles qui marchent bien, le rail, pour bien se rassurer que notre thinking il est en place, que tout va bien. Un truc tiens, qui m'intéresse avec toi, c'est bah, comment tu travailles ton jeu. Parce que on peut aussi Hmm. avoir des doutes, non pas quant à notre thinking, mais finalement, si ça progresse pas, c'est peut-être que ce que je fais overall ne marche pas en fait, que ma manière de travailler le jeu, ma méthodologie, voire ma macro, en fait, n'est pas opti. Donc, toi, c'est comment tu travailles ton jeu aujourd'hui? Ouais, c'est assez vaste en fait finalement comme question, parce que je pense que je fais un peu de tout, j'ai un peu tout fait, je fais encore un peu de tout en réalité. Bon, on n'a qu'à commencer par ce que tout le monde fait, je pense, et ce que je fais, et c'est tu reviews les mains à la fin de la journée. Alors ça m'embêtait un peu de faire ça à un moment, je me disais mais attends, je vais review des mains alors que j'ai un thème sur lequel je veux m'axer pour Hmm. progresser sur ce thème, et Ah, t'es finalement je délibéré. m'éparpille Hmm. sur des mains vraiment rien à voir, c'est quoi ce raffut, tu vois, je suis Hmm. sur un 4 bet pole, mais qu'est-ce que je regarde? Un call river, quel est l'intérêt, tu vois? Et en fait, je pense qu'il y a, j'y ai réfléchi, je pense qu'il y a deux intérêts là-dessus. C'est que, un, bah, à la fin de la journée, c'est pas si mal de les review, ça te permet de faire un cooldown si tu sais bien Hmm. review tes mains, si tu comprends bien comment le poker fonctionne. À la fin de la review de tes mains, tu te dis, bon, ça j'aurais pu faire ça j'aurais pu faire ça c'était pas trop mal, et puis j'ai appris ça. Hmm. Ça, c'est à la fin. Et donc, ce qui est pas mal, c'est que tu as fait ton cooldown. Et le deuxième point, c'est que quand tu reviews tes mains, tu reviews des mains que tu as déjà jouées, sur lesquelles tu as déjà mis de l'énergie, sur Hmm. lesquelles tu as déjà, oui, tu as mis toutes tes neurones dedans. Donc, quand tu les reviews, ça va très vite pour te remémorer le thinking que tu as Hmm. eu, avec les idées que tu avais, tu peux vite les comparer à ce qui se fait. Tandis que si Ce jamais qui tu se fais fait un d'un point nouveau de vue spot, théorique, c'est ça? ouais, ou pas que, c'est-à-dire que théoriquement, ce qui se fait, mais aussi par rapport à ce que tu imagines qu'il va faire, et donc l'adaptation, Hmm. sans parler de nodlock ou quoi que ce soit, Hmm. juste c'est Hmm. mécanique, par Hmm. rapport aux mécaniques du jeu, voilà, je dirais ça. Donc tu as la théorie, la théorie qui va jouer par rapport à elle-même, et la mécanique, c'est, elle joue par rapport à elle-même, considérant tous ces Hmm. points-là. Moi, je vais changer les paramètres de mon adversaire. Encore une fois, pas forcément en nodlock, parce que c'est pas si on n'obtient pas forcément les résultats, les meilleurs résultats possibles. Et donc, voilà, t'en arrives à. Finalement, t'as appris quelque chose et en plus, t'as fini ta journée. Tu peux passer à autre chose. Et, ouais, parce que moi, je finis la journée vers 18h, enfin 19h, quelque chose comme ça. Et donc, je Ça peux passer une bonne m'interroge beaucoup soirée. cette idée de mécanique. Si tu Ouais, peux approfondir un petit peu, comment tu es certain d'être dans la bonne mécanique du jeu, en fait, tu disais. alors, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et donc, comment si tu regardes une simulation river, prenons simple, on va prendre la river. Il faut vraiment être sûr de pouvoir l'expliquer assez rapidement, toutes les raisons de pourquoi tous les combos font ça. Hmm. Et si t'es pas capable de faire ça, tu vas perdre énormément de temps à lire n'importe quelle sim et pas savoir où regarder quand tu vas review une main. Parce que c'est clairement pas ce qu'il faut faire. Tu reviews ta main, le solver fait ça, bien joué, mal joué. Hmm. Pire idée, pire idée. Par contre, si tu sais exactement ce pourquoi le solver il fait ça, derrière, tu vas dire, bon, qu'est-ce que j'imagine qu'il va faire celui-là en face?
Qui est-il? Pourquoi est-ce qu'il ferait autrement? Qu'est-ce que je peux faire? Et donc à la fin, t'auras ta réponse. Pour maintenant apprendre à bien utiliser le solver, notamment à la river. Alors je tiens à préciser, j'ai aucun partenariat avec, mais je vais lui faire de la promo parce que c'est vraiment quelqu'un de top. Je l'ai rencontré, c'est vraiment le Sancho. C'est donc Léo qui a fait Sûr. Deep Dive Poker, bien sûr. Et donc, lui, ce qu'il a fait River, alors c'est pas forcément facile à maîtriser, mais c'est bien, c'est parce que justement c'est pas facile que les autres ne le font pas forcément. Et donc, ouais, je pense que ça nous permet, arrivé River, à comprendre finalement, tiens, ce combo n'est pas bluff, mais celui-là il est bluff. Est-ce que c'est important finalement? Est-ce que c'est ce qui m'intéresse quand je review la main? Tiens, ça c'est un call marginal, mais est-ce que moi c'est marginal? Et pourquoi ça serait pas marginal? Est-ce que la range qu'arrive River est différente? Et pourquoi elle serait différente? Enfin bref, et du coup à la fin, si tu es plutôt à l'aise là-dedans, quand tu reviews tes mains, bah, assez vite tu te dis, bon bah ça, pas d'avis, ce qui est pas grave, tu vois, t'es pas obligé d'avoir, ça il faut faire ça à tout prix, non, pas d'avis, c'est pas grave, j'en sais rien de comment il va réagir, j'ai pas de raison de penser qu'il va réagir comme ça. Ça, plutôt quand même, j'aurais dû faire ça, oups. Est-ce que tout ce que tu apprends à ce moment-là, viens le mettre dans des notes? Comment tu organises justement Ah, la connaissance? voilà. Donc là, moi, j'utilise, bah, ça, c'est dans PMS que je l'ai appris, énormément en Kimera, énormément. Je dois faire à peu près tout ce que j'apprends. Avant, à un moment, je mettais un peu tout. Maintenant, je mets presque ce que je juge vraiment utile. Et je le fous dans Anki. Je dois faire à peu près 1 heure d'Anki par jour, de révision. Ah, ouais, ok. C'est pas mal, tu vois. Ah, c'est pas mal, ouais. Et en vrai, je vais te dire, ça fait peut-être 5 mois, et ça peut peut-être aider ceux qui font des révisions. Ça fait peut-être 5 6 mois que je le fais par écrit. C'est-à-dire calepin stylo, Anki. Ah ouais. Et l'avantage de faire calepin stylo, c'est que si jamais tu penses au coup, avec des questions, et parfois quand la question elle est chiante, parce qu'il y a des questions chiantes auxquelles tu sens qu'il va falloir aller loin pour y répondre, Hmm, très vite tu divagues en fait. Et tu réponds pas forcément à la question. Tandis que hmm, calepin stylo, ton attention elle est hmm. là-bas. C'est pas forcément de la mémoire écrite, tu vois, peut-être un peu, mais c'est Ça joue un petit peu principalement aussi. l'attention. Sans doute, mais c'est principalement l'attention, tu Hmm. vois, où pendant 1 heure, mon heure sur ce calepin stylo, elle va être, je pense, très efficace. Parce que tu es vraiment Donc, full focus, tu reviens dans l'instant présent, vu que tu as un stylo et que et, tu sais et- pourquoi et tu es là, puis, quoi. très souvent d'ailleurs, question sur Anki, réponse, courte ou longue, peu importe, j'ai des ouvertures avec calepin stylo. Hmm, En mode, oh, mais attends, si ça marche comme ça, peut-être là, 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 hmm, là, là, parce que je me force à tout poser. Ah, trop trop bien. Donc, Ah, voilà, trop trop ça, je bien. fais pas mal. Là, ça m'intéresse qu'on creuse encore un petit peu dans ce truc-là. Donc tu comprends un peu la mécanique. Pourquoi le solver va utiliser ce combo Hmm. spécifique. Et après, tu as dit un truc qui est super intéressant. Tiens, et cet adversaire, lui, il a ce profil, et lui, je sais qu'il a une tendance à faire ça. Donc ce Hmm. truc-là, c'est un peu cette mécanique-là, en fait, où à chaque fois, tu ramènes ça à un profil particulier. Bah, parfois, tu peux pas forcément parce que tu n'en sais rien de ce qu'il fait. Après, tu as forcément des données de pool, enfin un feeling de pool, je dirais. Mhm. Alors, peut-être pour répondre à ta question, donc là, on a vu par exemple review des mains, apprendre, on va dire, la théorie et après essayer d'adapter par rapport à ce qu'on pense qu'il va faire. Mhm. Et comme tu dis, comment savoir ce qu'on pense qu'il va faire. Mhm. Donc là, bah là, j'ai pris pas mal de temps aussi où tu regardes une main, t'essayes pas de savoir si elle est bien ou mal jouée, t'essayes de savoir qu'est-ce qui l'a conduit à faire ça. Mhm. Quels sont ses heuristiques? Ça peut être un heuristique tout simple comme voilà, l'heuristique, je pense que tout le monde connaît maintenant, c'était river. T'as une paire avec l'as kicker hors de position. Tu bloques les checkbacks, check. Et c'est pas grand chose. Mais cette heuristique-là, tu peux t'en servir parfois quand tu es contre l'adversaire. Ou d'un coup, tu te dis, ah, mais il check. Et puis moi, j'ai un as. Et puis finalement, bon, enfin bref, tu peux t'arranger. Donc ça peut être ça, mais ça peut être aussi des mécaniques toutes simples comme, bon, bah lui, il a juste une tendance à trap, basta. Mhm. Tu t'es rendu compte, là, il fait un move, ça fait aucun sens. Il est juste tricky, il aime bien trap. Qu'est-ce qu'il veut faire par là? Tiens, il fait ce sizing. Qu'est-ce qu'il veut dire avec ce sizing? Qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce que c'est personnel? Pourquoi il le fait contre moi? Est-ce que s'il jouait Victor, il aurait fait ce sizing Mhm. finalement? Je sais pas. Donc ça peut être vachement ça. Mhm. Là, je passe aussi un peu de temps là-dessus. On C'est m'a quelque dit que chose qui ça, me plaît c'est beaucoup. vraiment ton edge numéro un. Et je vais te Ça, c'est dire, un peu ma cam, ouais. ouais, ce qu'on m'a dit de toi, il voit un showdown, il sait comment tu joues. Bon, bien sûr, il Non, y a, il y a de non, non, et l'extrapolation, toujours plus. et je fais une dédicace au mec qui m'a dit ça, Non, parce non, que toujours pour lui, plus. c'est toujours plus. C'est genre, il a vu une main, Non, c'est bon, il sait comment tu joues. non, Mais non, non.
Non, mais en effet, par contre, avec une main, je peux arriver avec peut-être genre 8 questions. Chose où les gens ils m'ont dit, ah ok, une main. C'est 8 questions, j'ai pas de réponse, hein. C'est 8 hypothèses. Je dis un chiffre complètement au pifomètre, je le sors du chapeau, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Mais Mais vite, ça t'ouvre sur des trucs. alors, pas forcément. Bah, en fait, c'est là où. Un peu qui peut le plus, peut le moins. Si tu le fais hors table, tu vas pouvoir poser 8 questions. In-game, peut-être t'en auras 3. Mais Ah, bien sûr. si t'en poses 3 hors table, peut-être t'en auras une in-game, Est-ce tu que vois. t'as comme ça des questions que tu te poses à ce moment-là? Non, après, ça va être drôlement. Faut pas oublier que tout part. Enfin, la base, c'est je sais comment. Je sais. J'essaye de savoir comment le jeu fonctionne. Et donc, à partir de là, lui, où est-ce qu'il va dévier et pourquoi il va dévier? C'est quoi son but? Qu'est-ce qu'il essaye d'accomplir? Tu as forcément cette notion d'accomplissement, mais pas que. En vrai, il y en a parfois, ils essaient juste de reproduire. Ils reproduisent très mal parce qu'ils ont juste Hmm, pas les connaissances à ce hmm, moment-là de bien reproduire. Ce qui est très dur de bien reproduire en réalité. Personne ne reproduit vraiment bien hmm. les tout meilleurs seulement, tu vois. Donc des questions précises sur qu'est-ce que je... Non, 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 là j'en aurais pas à donner. C'est très, Je sais très que dans Guerilla, vous avez situationnel. une catégorisation des règles et il y en a un justement, c'est Accomplisher. Donc dans cette Ouais, idée de qu'est-ce qu'il essaie d'accomplir, t'as des gars qui sont vachement là-dedans. En fait, dans ce qu'ils font, ils cherchent ouais, toujours à ouais. accomplir des choses. Est-ce que vous avez comme ça d'autres catégories de profils intéressants? Alors, bah, du coup, moi, chez Guerilla, maintenant, ça fait un petit bout de temps que j'y suis, donc je suis moins dans l'étude de groupe là-bas. J'ai plutôt un coach qui est complètement inconnu, qui joue pas, qui est là depuis un bout de temps. On n'a pas, si tu veux, de catégorie fixe. C'est plus, non, non, c'est plus une idée globale du joueur et qui est unique à chacun. Puis en plus, surtout si tu fais un peu de heads up, tu dois considérer chacun comme Ouais, unique. Et tout sûr. le monde, de manière générale, accomplit en réalité. Il y a personne. Ceux qui n'accomplissent pas, c'est ceux qui essayent bête et méchamment de jouer la théorie. Hmm, J'en connais pas. J'en connais hmm. aucun peut-être à un moment quand je jouais Alaska Frieza. Donc je pense que ça parle à personne. C'est un mec juste. Et encore, même lui, il accomplit, je pense, parce il faisait des overfalls parfois. Mais bref. Ah si, 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 il y avait Kalapoju. Je pense qu'il accomplit très peu. Voilà, un mec qui s'appelle Kalapoju, qui est un des. Il appartient à ce qu'on appelle, je crois, la HU Mafia. Donc la HU Mafia, c'est un groupe de 5 règles, ou je sais pas exactement, scandinaves, qui tiennent plus ou moins tous les lobbies partout en heads up. Et eux, ils ont une stratégie qui est de mono-sizing par street, sauf River, où ils en ont deux. Et ils essayent de jouer très très proprement, sans bavure, sans jouer la meilleure stratégie, parce que je t'ai dit qu'ils ont qu'un seul sizing. Mhm. Sans bavure, pré-flop, flop, turn. Et River, parfois, ils s'arrangent un peu, mais pas tout le temps. Et voilà, mais ils sont très rares, ces joueurs-là. Comment tu t'adaptes à ça, par exemple? Bah, c'est très chiant. Honnêtement, c'est très Ouais. très chiant. Moi, j'ai un peu joué avec lui sur 3 4 000 mains. T'as pas de prise. T'as pas de prise. T'en as un peu, forcément, hein, parfois, parce que le mec, il sait pas tout. Non, c'est assez insupportable, hein, pour être très franc. Et c'est pour ça que, par exemple, je pense, je sais pas qui est le meilleur de leur team, si c'est Clicker ou Flying Yama. Mais c'est très vite, genre top 6 5 mondes, tu vois. Donc, mais ils sont très rares. Et pour réussir à faire ça, il faut juste travailler énormément, en fait. Il n'y a pas de secret. Tu dois travailler énormément. Et ça, c'est sans doute une autre manière de bosser que je peux faire. C'est par période. Où, en fait, tu regardes un spot, tu te dis, mais ça va pas, là. Je compare mes stats à la stat de la théorie. Hmm. Je vois bien que mes compositions de range ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce qui se passe? Ah, bon, bah écoute, on va passer peut-être 20 heures sur cette situation-là. Et Ah, c'est c'est un pas gros facile à boulot. faire. Ouais, D'ailleurs, c'est un gros. je sais que toi tu travailles énormément, tu es un très 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 grand passionné du jeu. C'est quoi globalement ton nombre d'heures de travail du jeu par semaine à la louche en moyenne? Ouais. Bah, du coup, moi, je compte principalement les heures où j'étudie presque en solo, parce que j'estime que c'est là où je suis le plus productif. Parce Mhm. que quand tu échanges, il y a plein de moments où tu laisses parler l'autre, il y a plein de moments où tu ouvres une sim et tu passes peut-être 5 minutes à faire les paramètres, tandis que quand je suis Mhm. seul, vraiment, calepin stylo Anki, c'est vraiment productif à mort. Mhm. Donc j'en sais rien. 8-9 heures en perso, peut-être, allez, on va dire 10 heures. Ouais, Et puis après, j'ai peut-être 10-12 heures à côté entre des échanges de mains, d'école, blablabla. d'accord. C'est un boulot, hein, tu Ah apprends des bah, choses, tu clairement, ouais. réfléchis à des 2-3 idées. Mais je dirais qu'il y a 10 heures deep et 12 heures plus relax, quoi. Qui sont Combien, importantes. ouais, combien d'heures de grind par semaine aussi? 100 heures par mois. Ah, 100 heures par mois. entre 85 et 100 heures par mois de grind. Donc je suis plus longtemps que ça sur les tables, mais je ne compte que les moments où j'enclenche une main.
Donc en fait, c'est quand même très condensé et très deep. Merde, pour atteindre ce niveau-là, il n'y a pas d'autre voie que ça, hein. On est Faut, assez faut, d'accord avec ça, hein. faut bûcher, hein. Vraiment, faut Faut, bûcher. Il n'y a pas de ouais, secret. il n'y a pas de T'as, secret, il t'as n'y a beau pas de être très raccourci, malin. clairement. Non, non, faut bûcher et faut, ouais, si t'es entouré, forcément, ça va plus vite. Mais je pense personnellement une grande vertu du travail personnel solo. Ouais, moi ça j'y crois vraiment beaucoup. Ouais, t'as été donc dans Guérilla, tu l'es encore. Mhm. Tu crois en cette idée d'être coaché, de faire partie d'un CFP pour toi, j'entends, déjà? Là maintenant un peu moins forcément. Mm. Maintenant les coachings que je fais, ça s'apparente plus à des échanges. Mhm. Il y a forcément hein, des deux trois idées où je vais apprendre des trucs, mais j'ai l'impression que c'est réciproque. Ouais. Donc voilà. Mais à un moment, oui, j'en avais besoin. Moi, je connais pas Guérilla, hein. Je sais pas en fait qui y a dedans, mais on m'a dit que c'était une team monstrueuse, quoi. Ouais. Qu'est-ce que toi tu as appris à côtoyer comme ça vraiment des top, 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 top joueurs en fait? Qu'est-ce que tu as vu chez eux? Est-ce que d'ailleurs tu as une idée peut-être des deux trois meilleurs de la team? Ouais, 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 bah il y a Owen, maintenant il y était un peu moins, mais il y a Owen Messer, donc Prodigy, qui a gagné le championship, tu sais, championship cash game coin Ouais, poker. Coin, ouais. T'as Dudi, Tobias, qui est sans doute le plus gros, l'un des plus, enfin, je pense le plus gros gagnant en réalité sur NL 5K, 10K, GG Poker. T'as Barak, mais bon après c'est pas forcément les plus bavards, hein. Il y a des coachs, après c'est Yuri Peleg, le boss de Mhm. la team quoi. Quand, Euh, quand tu côtoies ces mecs-là, par exemple, est-ce que tu... Explique-nous comment ils fonctionnent un peu, comment ils travaillent le jeu, qu'est-ce que tu as Ouais, ressenti chez eux, est-ce que tu as alors, ressenti que c'était loin, qu'avec du travail, finalement, c'était accessible? bah alors déjà, pareil, la lecture de la sim, elle est limpide, c'est-à-dire que ça, c'est la première chose, je me suis assez vite rendu compte que le mec, très vite, il te lit parfaitement bien la sim, donc il ne s'éparpille pas tant, il arrive à capturer l'essentiel très vite. Hmm. Déjà, c'est le premier point. Il passe, alors, je pense que c'est assez personnel, moi, ce que je fais par rapport à Anki, être un peu en révision comme ça, eux, la plupart du temps, ils font juste des reviews de leurs mains, Mhm. mais ils les font sans doute avec une intensité différente des autres. Donc il y a ça. Ce Ils qui m'a le travaillent plus. seuls de leur côté aussi? Oui, avec des. Non, enfin, je sais pas exactement. Je pense que oui, ils reviewent leurs mains seuls, ça c'est clair. Ouais. Maintenant, ils s'appellent de temps en temps, tu vois, Ouais, bien genre, sûr, voilà. Mais je veux dire, ils sont pas classique tout le quoi. temps à échanger Non. autour des mains et tout. Ils ont cette réflexion personnelle par moment, quoi. Et ils sont entre eux, donc forcément, quand tu as top, je sais pas, ils sont dans le top 10, tu vois, ça c'est Hmm. clair. Après leur rang, j'en sais rien. Mais quand ils échangent entre eux, deux top 10 qui échangent, bah forcément, les idées, la créativité, elle est belle, tu vois. Il se passe des choses. Donc il y a ça. Et surtout, moi, ce qui m'a aidé, je pense que c'est ce qui est vraiment utile, en fait, de rentrer dans ce genre de structure, c'est que déjà, quand ils jouent normalement, ils essayent pas d'en faire des caisses, hein. Hmm. Ils jouent solide, parfois c'est déjà très important. Donc ça, c'est le premier truc qui m'a vraiment, ça m'a calmé un peu. Je crois que ça m'a fait du bien. Deuxième truc qui m'a fait du bien, c'est qu'il ne mettait clairement pas les autres joueurs sur un piédestal. Hmm. Et ça, c'est quand même assez bien. C'est-à-dire que là, tu vois les mecs en haute limite et les mecs le mettent pas sur un piédestal, c'est quand même assez chouette. Et ça, je pense que c'est exactement ce qu'on fait dans notre CFP, parce que nous, on a, comme tu as dit, deux gars qui jouaient déjà avec des win Hmm. rates faramineux en NL 1000, 2000. Ils sont venus chez nous. D'ailleurs, on était très contents de les recevoir, mais on les attendait pas, quoi. Donc c'était cool. Mais surtout, on a, par exemple, deux gars qui montent là, en NL 1K. Ils se disaient, mais putain, mais je peux pas fold ça contre un NL 1000. Je peux pas être aussi. C'est pas personnel, mais aussi irrespectueux dans mon approche du jeu contre un gars qui joue à un NL1000. C'est pas possible, je peux Hmm. pas faire Hmm. ça. Hmm. Et si, et Oui, oui. pourtant si, regarde. Non Ça, c'est mais, toutes les illusions qu'on peut avoir dès lors qu'un voilà, joueur joue à cette limite-là. En fait, je vais poster, tu sais, ma blinde, c'est bon, elle est déjà partie. Il sait déjà la main que j'ai, en fait. Les gens sont un dans peu. des illusions fondamentales. C'est Ah, les peurs, Alors, beaucoup, qui parlent. Alors, il y a un peu de vrai parfois, et je crois que c'est Pierre qui a dit ça, et c'est très vrai. Il y a une différence quand même. Encore une fois, si tu regardes. Maintenant, il n'y a plus vraiment de 5K.com qui se joue comme avant parce que Gigi a disparu. Mais si tu regardes le niveau à NL 1000, 2000 en France et que tu passes sur une 5000 de Regoire.com, C'est le la même jeu. différence, elle est abyssale. Enfin, là, Ouais. il faut le dire. Là, pour le coup. Les mecs, parfois ils jouent, ils pensent que ça va, mais juste la table tourne autour d'eux et ils se font Hmm. juste. Je, Enfin, ça va, je- ça on va s'en rend pas là. compte, ouais. Ouais, là, ça va pas, là. Ouais. Ces mecs-là, depuis combien de temps ils jouent? Si tu repenses au top 3 dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, c'est pas si long, hein. Étrangement, c'est pas si long, je crois, hein. Bah, Owen, il est assez jeune, je crois il est de 98. Ouais, si, remarque, tu me diras de 98, il a dû commencer à 18, 19 ans. Ça fait Ouais. quoi, ça?
Moi j'ai 28, donc 9-10 ans, quoi. 27. Ouais, tu vois, quand même, hein, quand même, hein. Et Judy, il a commencé à combien 25 d'heures et je pense à par 33. jour ils mettent? Beaucoup aussi? Bah, oui, je pense qu'ils mettent pas mal d'heures. Après, de toute façon, c'est toujours. Faut pas se griller non plus. Donc, ils ont un bel équilibre, j'imagine. Non, je pense. Je sais pas exactement, mais ils sont pas à 30 heures par semaine, quoi. Ça, c'est clair. Donc, ils doivent faire, j'en sais rien. Je vais dire une bêtise, mais 50 heures par semaine. 50 heures. C'est surtout la qualité des heures qui compte, je pense. Tu sais, c'est un petit peu comme. D'ailleurs, quand on joue. Et ça, je sais pas ce qui s'est passé à un moment, au début de ma carrière, en 2017, on me disait, il faut jouer 12 tables. C'est la pire connerie que j'ai jamais entendue, c'est à quelle heure il faut jouer 12 tables. Il faut faire 50 000 mains par mois, mais à quelle heure il faut faire 50 000 mains par mois? C'est chacun, déjà, on n'est pas tous égaux. Mm. Et puis, à quelle heure, en faisant 50 000 mains par mois, 12 tablings, tu progresses quand tu joues? C'est catastrophique. Tu Ouais, progresses c'est pas, que de là. l'automatisme, en fait. Mais oui, tu coches des cases. Tiens, Mm. bon, bah là, c'est un tiers, là, blablabla. C'est ridicule. Je pense qu'il faut vraiment. Moi, je suis un. Ouais, moi, je défends vraiment cette idée de jouer assez peu de tables dans des heures où tu es en forme, où tu es concentré. Et c'est ce qui te permet de progresser. Il faut jouer, il faut envoyer du volume horaire, oui, mais de qualité. Et je pense que c'est ce qu'ils font. Après, ce sont T'es des à gens combien de forcément tables, très, à peu très près? brillants, hein. Je joue combien de tables? Mais pas beaucoup. Alors, en heads-up, je dépasse pas deux. De Mm. temps en temps, trois, mais c'est rare. Parfois, souvent une d'ailleurs, parce que j'ai pas mal d'adversaires qui en jouent qu'une. Ouais, je fais rarement plus de quatre tables, hein, c'est très rare, hein. Mais après, j'ai pas beaucoup de volume. Tu vois, si j'avais le volume, est-ce que j'en jouerais six? Peut-être. Mais je pense que quatre tables, j'aime, hein. Quatre tables, Mm. ça me plaît bien, moi. Et je sais que beaucoup de gens reviennent à ça, Bah dans oui. une approche bien plus deep, du focus, bien plus... Plaisir, non? Qu'est-ce que t'en ouais, penses? bah, plaisir dans le sens où tu es au contrôle, encore une fois. Parce que quand tu cours après, tu sais, t'as pas le temps, en fait. Un peu. Tu perds un peu ton contrôle et ta créativité et Ouais, de ouf. ta Tu peux être plus lecture, précis ta aussi, hein. compréhension, tu peux être plus précis. Maintenant, est-ce que effectivement, parce que je connais aussi des gars qui quittent à 12 tables et 60 000 mains par mois et qui gagnent vraiment beaucoup et tu vois, Oui. avec des trucs bien. Voilà, je pense que ça, eux prennent leur plaisir dans cette intensité de décision. Toi, tu prends ton plaisir dans, j'ai l'impression, la profondeur de décision. Bah oui, mais si tu veux, j'ai l'impression que c'est plus tenable sur le long terme parce que forcément, le niveau monte, entre guillemets. Hmm, hmm. Tandis que si t'en joues 12, il faut vraiment rattraper ça hors table. Sauf que la réalité, c'est quoi? C'est que quand t'as joué 12 tables, que tu fais 50 000 mains par mois, mais t'as passé combien d'heures à grind? À quelle intensité? Et quand tu vas travailler, quand tu vas étudier ton jeu, après, tu vas être dans quel état? Hmm. Hein? Donc il y a un vrai petit équilibre. Donc ouais, c'est pas peut-être la meilleure rentabilité court terme de jouer 4 tables. Hmm, Et encore que ça se vaut, en réalité, c'est pas si loin que de jouer 12 tables, mais vu que hmm, ton win rate monte, etc., hmm. je pense qu'à la fin, tu retombes drôlement sur tes pattes, moi, hein. Ouais, puis tu te sens progresser, tu te sens Mais évoluer, tu te putain, sens bien, tu gères ton énergie. les Et analyses hors table sont bien meilleures. complètement La d'accord. confiance, Et tu gères ta elle est au top. longévité de carrière, Mais chose drôlement. qui est super importante. Et même si tu Drôlement. perds peut-être un peu à un moment, bah, tu récupères parce que tu tiens dans le temps, là où l'autre va peut-être burn out ou Et, craquer à un moment. et puis, je dirais que c'est presque, genre, en gros, ceux qui arriveront très bien à jouer beaucoup de tables. Donc, attention, hein, il y en a qui arrivent très très bien, et c'est pas, je dis pas que c'est nul de faire ça, hein, c'est pas du tout mon idée. Mais surtout en début, en fait. En début, il faut pas faire 12 tables, je pense. Hmm, C'est vraiment pas le moment. C'est le moment où tu dois prendre le temps de faire des très très bons automatismes. Et justement, tu profites de ces automatismes plus tard. Genre, t'as deux gars très très connus, .com, qui s'appellent Cameron et l'autre, son pseudo, c'est Monsieur Bilderman. T'as ces deux mecs qui jouent, je sais pas, des volumes, mais de fou hmm, furieux, un nombre de tables hallucinant, et qui sont les plus gros crushers de mid-stakes. En tout cas, c'était le cas il y a un an et demi. Et ils peuvent faire ça parce qu'en fait, ils ont juste travaillé énormément avant et que hmm, les mecs, ils ont un niveau qui est faramineux et qu'ils sont même avec du 10-12 tabling, top 2 de la table, voire top 1 de la table hmm. systématiquement. Et les mecs, ils explosaient tous les leaderboards GG, c'était les seuls vraiment qui crochaient sur la 1K GG de l'époque. Et ils faisaient des années à, j'en sais rien, à 500 bars, tu vois, des trucs comme Hmm. ça. Donc, je dis pas que c'est impossible, je dis juste que c'est pas fait pour tout le monde et sans doute que c'est à faire au plus on a avancé dans sa carrière et au mieux c'est, je dirais. Surtout si on compte pas forcément aller battle plus haut, etc. Ça fait moins de sens de, tu vois, toujours vouloir être dans cette quête de progression. Ouais. Si veut Tiens, la carrière, d'ailleurs, on va la calmer un peu. si tout était à refaire pour toi, et c'est des questions qu'a posé Dimitri, et il y en aura plein qui t'attendent, Hmm. que là, en fait, tu as toute ta connaissance actuelle, en fait, de ton process, avec les erreurs que tu as pu faire et autres, et que, en fait, tu repartais aujourd'hui en NL5, tu vois, pour X raisons, et tu ne connais pas le poker. Donc, Hmm. on t'enlève toutes tes Waouh. compétences techniques. On garde juste un peu cette idée d'erreur que tu as pu faire, de méthodologie. Comment tu refais ton ascension? Bien. Ok, donc du coup, je dirais
Bah déjà, ce truc de 12 tables, c'est le premier truc que j'enlève. Mhm. Ça, c'est sûr. Je me mets les horaires où je suis le plus en forme parce que je jouais à des horaires kata à l'époque. J'essaye de structurer. Ça dépend. Après, quand t'es en L5, tu pars pas en mode genre warrior, je vais devenir professionnel. Au début, c'est un peu récréatif. Mais imaginons dans le cas où je cherche à revenir ici le plus vite possible Ouais. sans mes connaissances, bah, je me mets tout de suite un cadre où je me sens bien. Tu vois, là, maintenant, j'ai mon cadre avec ma copine, j'ai mon cercle avec mes amis pas Mhm. loin. Ma belle famille, tu vois, c'est top. Donc j'ai vraiment mon train-train quotidien qui me permet d'être... j'ai trouvé les activités sportives où je me sens bien, tu vois, je fais un peu de Mhm. natation, je cours un peu, je fais un squash de temps en temps, une fois par semaine, tu vois. Donc j'essaierai le plus possible de mettre ça en place et pas me... Genre pas en mode, ouais, là je vais faire des sessions de 12 heures parce que je Mhm. vais être break-even aujourd'hui, parce que je perds 4 buy-in. Ça non, tu vois, je ferai pas. Je ferai pas genre en mode, je vais drill, enfin, je sais pas, une manière d'étudier qui est pas forcément terrible, de regarder une sim sans la comprendre. J'essaierai de passer plus de temps à qu'on m'explique comment lire une sim plutôt que lire des sims bêtement Mhm. aussi. Mhm. Ouais, c'est pas mal déjà, hein. Quel C'est une partie conseil de la tu donnes réponse. à un petit jeune? Là, il a 18 ans, il t'entend, il se dit, waouh, putain, c'est trop, trop, trop bien. Je veux, dans 5 ans, être un peu là où il est. Vas-y, donne-lui 3 conseils pour lui. Bah déjà, je pense qu'il faut qu'il soit sûr qu'il aime ça. Hmm. Déjà, ça c'est le premier truc, On parce va que dire, on franchement, va dire qu'il est sûr qu'il aime ça. ah, ok. Bah alors, il faut que tu essayes le plus vite possible de te mettre en contact avec des gens qui savent exactement de quoi ils parlent. Et ça, c'est pas évident quand ils pensent. Tu sais, il y en a plein, ils disent enfin, c'est bien, tu vois, ils vont avoir des idées correctes et tout ça, mais quand ils vont, notamment sur la lecture de sim où ça va être vite le bordel, donc il faudrait le plus possible qu'il essaye de trouver des sources d'informations avec beaucoup de crédibilité, voilà, très sérieuses. Je dirais. Tu sais, c'est comme quand tu fais de la si tu veux apprendre quelque chose sur le cerveau, vaut mieux regarder qui tu vas lire avant de lire. Je Hmm. dirais que ça, c'est le premier point. Tant de Voilà, non, mais grind, tant après, de jeu. ouais, bah, je dirais qu'il faut un volume horaire de grind assez haut. Parce que je pense qu'au début, Combien à peu près? ouais, je sais pas exactement, parce qu'au début, ça doit être épuisant quand j'y pense. Genre, c'est dur de nulle part faire 5 heures comme ça, tu vas faire n'importe quoi très vite. Donc, j'en sais rien, en fait, je dirais, genre peut-être 3h30, 4 heures, et puis après, peut-être 2 heures d'études. Et le plus possible de mettre du sens dans ce qu'il étudie. Il faut vraiment presque qu'il soit capable de le démontrer, ce qu'il vient d'apprendre, Hmm. de le Hmm. refaire. Tu Hmm. sais, tu as un examen, tu apprends quelque chose, et puis tu t'imagines à l'examen pouvoir le refaire. Je pense que c'est à peu près pareil. Il faut vraiment que ça soit très logique, son affaire. Hmm. Qui ne refasse jamais quelque chose qu'il ne visualise pas complètement. Hmm. Je dirais qu'il faut rester le plus possible dans le concret, moi. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de manières d'étudier, hein. Si quelqu'un te fait une démonstration où vraiment tu es convaincu et que tu as cherché pour... T'es sceptique, faut être sceptique. Quand on t'explique quelque chose très Hmm. sceptique, t'as pas trouvé de loup, ah, là c'est pas mal, hein. Hmm. Ça c'est pas mal, ça c'est souvent bien. Donc voilà, je dirais ça. Après, bon, même moi maintenant, là, je modifie tout le temps. Donc il n'y a Hmm. pas de formule magique en réalité. La seule truc, ouais, les points dont je suis à peu près sûr, c'est mon rythme. Quelle heure je me couche, Quelles tout ça, erreurs, ça je suis toi, à peu près sûr. aujourd'hui, donc tu as, un groupe d'élèves qui te suivent, etc. Quelle erreur tu vois dans leur façon de travailler? Oui, il y a cette idée d'aller regarder, encore une fois, les coups pas forcément les plus importants Mhm. et perdre pas mal de temps là-dessus. Faut regarder, bon, bah, c'est pas un secret en cash game, les spots qui gagnent le plus d'oseille, c'est quoi? C'est bouton bébé, cut-off bébé, hein, les défenses de blinde, c'est ce qui arrivera le plus souvent, même si le pot il est pas très gros, ça revient tout le temps. 3 bêtes SB bouton, SB cut-off, et il faut pas, et bébé bouton, sans doute qu'il faut passer par là. Puis alors, parfois, je suis halluciné parce que les gars, je sais pas, ça fait longtemps qu'ils jouent au poker. Et il n'y a pas eu l'effort finalement de bien connaître le préflop, alors que Mhm. tous les tableaux te les filent, quoi. Mhm. Parfois, ça me. Enfin, je suis un peu. Je comprends pas. Comme si c'était en fait trop simple et que... Ouais, Ouais, je voilà. comprends pas. Ah, Non, si! c'est ça. Non, c'est. Non. Alors, je sais pas si c'est dans leur méthode de boulot, mais je pense qu'il y a quelque chose là qui me vient en tête qui est très important. C'est vraiment. Et c'est ce qu'on a dit quand on bad run, et je pense que c'est important en début de carrière. Si, si, voilà. Ça, je l'avais pas dit. C'est très important de drôlement simplifier son jeu. On perdra pas grand-chose, mais surtout on prendra drôlement en expérience sur les lines qu'on va voir le plus souvent. Et quand je dis que voilà, là, je suis mafia, je suis à peu près sûr qu'il y en a Mhm. deux ou trois qui sont dans le au moins top 7, qui jouent Un seul pré-flop, sizing, flop, ouais. turn, un seul sizing. Mhm. J'ai déjà vu Linus utiliser un pot river qui fait pas vraiment de sens, mais tu comprends tout de suite qu'en fait, il y a deux sizings qui font sens, qui les groupent comme ça. Mhm. Quand Linus fait ça, tu comprends bien que
Voilà, ces personnes-là, ça leur permet d'avoir une stratégie très consistante. Hmm. Ils arrivent à suivre leur range et à jouer en fonction de leur range. Alors on peut dire, oui, mais c'est dommage, tu vas pas chercher le Ouais, tout maximum à que fait. tu peux récupérer, Ouais. tu vois. Mais c'est pas si vrai, notamment sur les streets, les early streets, les streets les plus tôt dans l'action, donc le flop par exemple. Parce que tu gagnes pas tant que ça, mais par contre, toi, tu connais parfaitement ta stratégie. C'est Hmm. Marinelli aussi qui l'a dit là dans son blog, hein. Moi, stratégie très simple, mais par contre, du coup, je la connais parfaitement. Et la moindre erreur que tu vas faire, toi en face, je vais le voir tout de suite. Parce que du Hmm. coup, moi, je connais tellement bien ma range, Hmm. tellement bien ma stratégie, que je peux me concentrer sur toi. Et si toi, par contre, ce que tu veux faire, c'est faire des tricks dans tous les sens et des croustillades partout, je vais le voir. Ouais. Et c'est là où c'est vraiment où tu vas développer un edge. Donc, je dirais une stratégie simple, parfois non optimale, mais simple, que tu maîtrises, et c'est seulement après l'avoir maîtrisé que tu passes peut-être à autre chose. Et je dis bien peut-être, c'est pas obligatoire du tout. Hmm. What else, 12 BB100, je l'avais Hmm. cité la dernière fois, j'aime bien citer What else, 12 BB100, 50% range bet flop. Ouais. Bon, peut-être maintenant il a baissé dans son win rate, mais je suis quasiment sûr qu'il n'est pas à 6. Et il joue des tables avec beaucoup de règles. Et il joue 12 tables, hein, ou j'en sais rien maintenant. Enfin, il joue Non, beaucoup de tables. ça a toujours été une machine et un gros respect à ce qu'il fait. C'est quoi ta vision du BRM et notamment des joueurs comme ça, tu vois, low stake, mid stake? Est-ce que c'est de prendre vite des risques et monter? Ou est-ce que c'est au contraire de consolider en fait ton edge à une limite avant de monter, même si toi tu gères ça comment? Mais je pense que c'est hyper personnel. Il n'y a pas vraiment de règles. J'imagine que si jamais, ouais, d'un point de vue mathématique, c'est évident qu'il faut shot le plus vite, le plus agressivement possible, d'un point de vue rentabilité. Mais le problème, c'est que c'est pas linéaire cette histoire. C'est-à-dire que si tu vas shot agressivement et que tu te prends un mur, on n'est pas tous égaux. Il y en a pour qui ça peut faire très très mal cette histoire. Et ça veut donc dire que ces personnes-là vont finalement perdre beaucoup plus d'oseille à cause du shot qui s'est mal passé, parce qu'ils vont pas pouvoir re-shotter pendant beaucoup trop longtemps. Parce que c'est pas l'épreuve que c'était. Du downswing était tellement violente qu'ils sont un peu paralysés après. Donc je dirais que c'est vraiment très personnel, qu'il faut y aller et que c'est vraiment un ressenti. Il faut pas le sacraliser. Tiens, mon shot, enfin. C'est vraiment un ressenti. Tu te dis On un met de la buy-in minimum psychologie pour y là-dedans, aller. quoi. Moi, je pense, ouais, je pense personnellement. J'avais fait des shots très aggro quand j'y pense maintenant, ça me paraissait pas aggro, très aggro, ça s'était bien passé, puis après très très mal. Et j'ai mis un peu de temps à y retourner, tu vois. Hmm. J'avais mis un peu de temps. Ton plus gros swing? Combien de En caves? buy-in, c'était en 2023, c'est énorme, c'est 80 buy-in. Donc c'est pas rien, 80 buy-in, hein, j'ai Non, plus revécu ça depuis surtout longtemps. si on imagine en high stake, c'est ce que doivent s'imaginer les gens. Ouais, c'était pas Ça rien. commence à piquer un peu. Comment tu C'était l'as vécu pénible. justement? Bah, j'étais pas très bien, c'était, je me rappelle. En fait, le problème de ça, c'est que ça a impacté drôlement ce qu'il y a à côté du poker. Et ça m'emmerde énormément. Parce que même si c'est boulot passion, compétition, où on y va avec tout notre être, je suis quand même très content à 20 heures d'être présent ailleurs. C'est très important pour moi. Juste passer des très bons moments de qualité avec les autres. Ouais, bien sûr. Bref, même pour le poker en soi. Mais bon, on le fait Et pas que là, pour tu ça. ressassais, t'étais dedans? Ouais, c'est ça. Tu sais, je me faisais en plus des trucs, je me rappelle, c'était ouais, donc là j'ai perdu de temps, mais bon, si jamais dans 2 ans je joue en high stake, je me dirais que c'est pas On grand-chose. fait tous la même chose, Mais c'est vraiment, mec, incroyable. mais c'est. Tu sais, t'as le plan qui te rassure quelque part. Et puis t'as cette idée, je pense que tu l'as vécu, parce que de souvenir, t'avais vécu un downswing en 2021 ou 22 avec du heads up, toi. Et je me souviens, moi c'était vraiment est-ce que je vais regagner? La Ouais, vérité, est-ce que j'ai pas juste bien run? ouais. Est-ce que vraiment. Alors, j'ai dû run bottom, j'en sais un bottom 2%, mais j'ai dû jouer ces games aussi, parce que c'est le problème, hein, quand tu runs très C'est mal, la conséquence, hein. ton intuition, elle est cassée en deux vraiment. Et donc, c'est là où si jamais tu as très très bien bossé en fait la théorie, tu peux repasser sur un jeu. Hmm, Si tu as des très bonnes stratégies, je suis pas un fan de MDA, mais ceux qu'on en fait des tonnes, tu vois, c'est à peu près gagnant leur hmm, bordel. hmm, Ils peuvent repasser là-dessus, tu vois. hmm. Et ça, c'est ça, C'est ça ce que je disais t'apaise. tout à l'heure, tu te ressources sur tes Ouais, c'est fondamentaux, ça. sur ta base solide qui, elle, est gagnante. Mais il y en a qui n'en ont pas de base. Ouais. J'ai remarqué qu'il y en a, ils sont très très bons. Ils ont des éclairs de génie. Mais quand ça se passe mal, du coup, punaise, c'est pas Ouais. facile, Il quoi, n'y a hein. pas de big game solide, quoi. Exactement. Il n'y a pas de. Ouais, Et ça, exactement. je pense que c'est vraiment hyper important à construire parce que Ah ouais, ouais. quand tu tombes et que tu n'as plus accès à ton intuition parce qu'il y a trop d'émotions, il y a trop de doutes en toi qui viennent perturber cette lucidité intérieure, en fait, il faut que tu viennes te reposer sur un truc, en fait, où tu sais, comme tu le disais tout à l'heure, un truc simple mais qui Ouais. fonctionne. Ouais, ouais. Et c'est ça les fondamentaux.